La Chine vient de faire un mouvement financier d'une ampleur presque irréelle. 8 000 milliards de dollars. 8 000 milliards. Pas un simple ajustement comptable. Pas une opération anodine de gestion de réserve. Un déplacement massif, méthodique, silencieux. Et si tu crois que ce n'est qu'un chiffre, tu passes à côté du vrai danger. Parce que ce type de mouvement n'apparaît jamais par hasard dans l'histoire économique. Il apparaît toujours avant une phase de rupture. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que très peu de gens font. On va sortir du bruit médiatique, des opinions politiques, des débats émotionnels et regarder le mécanisme historique. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi les grandes puissances ne tombent pas brutalement, mais par transfert de système. Tu verras le modèle en 4 étapes qui se répètent chaque fois qu'une puissance montante défie une puissance dominante. Et surtout, tu comprendras pourquoi certains signaux actuels ressemblent à une entrée dans la phase la plus dangereuse. La plupart des gens attendent un événement spectaculaire, une annonce choc, un crash soudain, une guerre déclarée. Mais les grands basculements économiques ne commencent jamais par un événement visible. Ils commencent par des flux qui changent de direction. La monnaie, la dette, l'énergie, les routes commerciales, les systèmes de paiement. L'actualité montre le théâtre. Les flux montrent la vraie scène. Quand une puissance prépare une rupture, elle ne le fait pas devant les caméras. Elle le fait lentement, discrètement, comme aux échecs, en mettant ses pièces en place pendant que l'adversaire regarde ailleurs. Ce mécanisme suit presque toujours 4 étapes. La première est l'interdépendance. 2 économies deviennent profondément liées. Le commerce explose. Les entreprises s'enrichissent. Les consommateurs bénéficient de prix bas. Les dirigeants parlent de coopération et de stabilité. On répète toujours la même idée. Avec autant d'échanges, un conflit serait impossible. C'est rassurant. Et c'est souvent faux, car cette interdépendance crée une dépendance, et toute dépendance peut devenir un levier. La deuxième étape est l'accumulation asymétrique. À ce moment-là, les 2 camps ne jouent plus le même jeu. L'un accumule des excédents, des réserves, des capacités industrielles, des matières premières, de l'influence. L'autre consomme, s'endette, externalise sa production et suppose que l'ordre existant durera toujours. Le rapport de force bascule lentement, presque invisiblement. Pas dans les discours, mais dans les bilans. La troisième étape est le repositionnement stratégique. C'est la phase la plus critique. La puissance montante estime qu'elle a accumulé suffisamment de leviers. Elle commence alors à réduire sa vulnérabilité. Elle diversifie ses réserves. Elle développe des systèmes alternatifs. Elle sécurise son énergie, son alimentation, ses métaux. Elle signe des accords directs et prépare des circuits capables de fonctionner sans l'architecture dominante. Tout cela se fait dans le calme, sans annonce, sans rupture apparente. En façade, la coopération continue. En profondeur, la préparation est en cours. La quatrième étape est la rupture contrôlée. Pas forcément une guerre militaire. Souvent quelque chose de plus efficace. Une rupture économique. La dépendance construite pendant des décennies devient une arme. La puissance dominante se retrouve piégée par sa dette, ses consommateurs, ses chaînes d'approvisionnement, sa lenteur industrielle. Elle ne réagit pas vraiment. Elle subit. Ce modèle n'est pas théorique. Il s'est déjà produit. Au début du XXe siècle, le Royaume-Uni domine la finance mondiale. L'Allemagne monte rapidement sur le plan industriel. Les échanges sont massifs. On croit la paix garantie par le commerce. Puis l'équilibre bascule. La puissance montante sécurise ses ressources, réduit certaines dépendances, prépare des alternatives. Lorsque la rupture arrive, le choc n'est pas seulement militaire. Il est aussi financier et monétaire. L'ordre mondial ne revient jamais comme avant. Même logique quelques décennies plus tard entre les États-Unis et le Japon.
une intégration économique exemplaire, puis une accumulation de leviers, puis des tensions monétaires et financières. Le conflit ne prend pas la forme d'une guerre classique, mais d'un choc économique durable et d'un rééquilibrage brutal. Plus récemment, l'Europe et la Russie. Une dépendance énergétique massive, une illusion de stabilité, puis la rupture. L'arme principale n'est pas militaire, mais économique. Énergie, inflation, industrie, croissance. Dans chaque cas, la même structure apparaît. Des acteurs différents, des époques différentes, mais une logique identique. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec la Chine et l'Occident? Entre les années 1990 et 2010, l'interdépendance est construite. La production est externalisée. Les chaînes de valeur deviennent mondiales. Le commerce explose. Tout le monde y gagne. À partir des années 2010, une phase d'accumulation s'installe. Montée en gamme industrielle, renforcement des capacités, sécurisation des ressources. Pendant que d'autres économies s'endettent et deviennent dépendantes de biens critiques. Depuis quelques années, de plus en plus de signaux ressemblent à un repositionnement. Diversification de certaines expositions financières. Multiplication des accords bilatéraux. Développement de circuits de paiement alternatifs. Sécurisation de matières premières et d'énergie. Réorganisation des routes commerciales. Et c'est là que revient ce chiffre. 8 000 milliards. Ce n'est pas le montant qui compte le plus, c'est le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin de réorganiser, de sécuriser, de préparer? Quand on observe l'histoire, la troisième étape est celle où la rupture devient possible. Pas certaine, mais structurellement envisageable. Dans un monde moderne, une rupture économique ne se fait pas d'un coup. Elle se manifeste par des chocs successifs. Un choc sur la dette et les taux. Un choc sur les chaînes d'approvisionnement. Un choc sur les systèmes de paiement et les habitudes commerciales. Et surtout, un élément clé, l'apparition d'alternatives crédibles au système dominant. Ce n'est pas seulement affaiblir l'autre, c'est offrir une porte de sortie à ceux qui veulent ou doivent basculer. À chaque transition de puissance, les mêmes phrases rassurantes reviennent. Cette fois, c'est différent. Aucune monnaie dominante ne peut être remplacée. On s'adaptera à temps. L'histoire montre que ces phrases précèdent presque toujours les ruptures. Les monnaies dominantes ne sont pas éternelles. La confiance est une condition, pas un acquis. Et l'adaptation industrielle est lente, surtout quand elle devient urgente. Alors non, personne ne peut affirmer que tout va s'effondrer. Mais ignorer les signaux serait une erreur tout aussi grave. Quand une économie entre dans une phase de repositionnement stratégique, ce n'est pas le moment de se moquer, c'est le moment d'observer avec rigueur. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons les indicateurs concrets à surveiller, les secteurs les plus exposés, les régions les plus vulnérables et les signaux qui permettent de repérer un passage de la préparation à la rupture. Parce qu'en économie, le vrai pouvoir n'est pas de prédire l'avenir, c'est de reconnaître les schémas avant qu'ils deviennent évidents.